ce spectacle que vous venez de présenter, en tout cas un fragment de spectacle, il s'inscrit peut-être dans une réflexion plus large de l'écologie culturelle aujourd'hui, Patrick, que vous portez. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ouais, l'écologie culturelle, c'est ce qu'on vient de faire en partie, c'est-à-dire, là, c'était un texte de 1872. Alors, je tiens à dire que c'est un vrai texte, on ne l'a pas réécrit. C'est fou parce qu'il y a 150 ans, George Sand dit les mêmes choses que nous maintenant et presque avec les mêmes mots. Donc ça veut dire que la jeunesse, je pense à la génération Z notamment, mais pas seulement, moi j'ai 64 ans, moi je suis Z+, euh, en fait elle est bien fondée de ressentir tout ça, et elle n'est pas seule, elle n'est pas la première, elle a des racines. Et au lieu de montrer les jeunes comme étant en disruption avec notre culture, c'est un peu des emmerdeurs, quoi. Mais non, en fait, ils sont dans la continuité, au contraire, de notre culture. Et déjà, un des aspects d'écologie culturelle, c'est de dire ça. C'est pas la première fois qu'on s'occupe d'écologie, ça portait le nom de nature, de naturalisme. Et on a des antécédents qui sont somptueux, quoi. Ce texte est incroyable. Ce comité dont parle George Sand pour défendre la forêt de Fontainebleau, il faut que vous sachiez que le président, par exemple, c'était Victor Hugo. Victor Hugo qui a été le premier à obtenir une loi pour la protection animale dans les années 1850. Donc ça veut dire aussi que les artistes ne sont pas seulement à faire de l'art, ils en font, c'est effectivement leur métier et leur passion, mais peuvent aussi se préoccuper de la société. Et j'aime beaucoup cette vision à plusieurs cartes, en fait, qu'ont ces personnalités du 19e siècle, qui ne sont pas exclusivement nombrilistes. Il faut être nombriliste quand on est artiste, mais qui savent aussi sortir de leurs émotions pour donner une parole de bon sens, parce qu'au fond, ce que dit George Sand, c'est juste du bon sens. Il y a effectivement cet aspect prémonitoire. Et puis aussi dans l'écologie culturelle, ce qu'on fait, et je tiens vraiment à remercier Emma qui a créé les éléments de mapping que vous avez vus. Normalement, on les diffuse sur le piano, en fait. On habille en blanc, etc. Et sur le premier morceau que j'ai joué, il y avait un sound design aussi très spécial qui a été créé par Iman, qui est le compositeur du célèbre rappeur Damso. Donc en fait, c'est aussi dans l'écologie culturelle faire communiquer des temps entre eux. On a inventé cette idée de faire une écologie en 3D. On associe le présent au passé pour imaginer un futur désirable. Parce que je crois qu'il faut que l'écologie, elle soit sexy, quoi. Elle doit donner envie. Tout à fait. Donc ça parle beaucoup d'héritage et je trouve ça important puisqu'aujourd'hui, on nous ramène presque à la radicalité des actions qui sont déployées sur le terrain par les militants, en oubliant que les luttes qui nous ont précédées ont été parfois très radicales, en tout cas pour leur époque. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour Fontainebleau, c'était une sorte de ZAD d'artistes de 1830 à 1904. Donc c'est énorme. C'est peut-être la plus longue ZAD. Et à cette époque-là, la science et la politique étaient très absentes du débat. Donc c'est les artistes qui ont porté le sujet. Et grâce à eux, Napoléon III a pris la première mesure mondiale de protection d'un espace naturel au monde dès 1861, qui a été copiée ensuite par les États-Unis pour faire Yellowstone. Donc la France a été pionnière, donc on espère qu'elle va le redevenir. On espère aussi. On l'a dit, ces mots de George Sand, ils sonnent très actuels finalement. Emma, en tant que comédienne, qu'est-ce que ça fait de défendre ces mots aujourd'hui, ces mots d'une femme en plus? Bah, c'est super intimidant déjà, parce que la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, il faut être à la hauteur de ce qu'elle défend, et c'est très compliqué. Et la deuxième chose que je me suis dit, la première fois que j'ai lu, c'est extrêmement simple à comprendre. On lit des textes parfois en tant que comédien qui sont un peu alambiqués, qu'il nous faut vraiment aller chercher la signification, alors que là, ça coulait de source en fait, tout ce texte. Et le faire en tant que comédien, bah, c'est un rêve parce que... surtout en tant que moi, je suis très jeune comédienne, ça fait vraiment pas longtemps que je fais du théâtre, et avoir ce genre de texte à disposition et avoir le plaisir de pouvoir les dire, c'est super, et notamment quand c'est une femme, en fait. Parce que on n'a pas assez de textes en tant que comédien qui sont des textes de femmes, notamment en école. Moi, je suis encore en école de théâtre, et en fait, en école de théâtre, on a beaucoup de textes d'hommes. Et du coup, quand on peut avoir accès à ce genre de textes-là, qui sont un petit peu moins accessibles d'habitude, c'est vraiment un pur plaisir. Et sur la question d'utiliser l'art pour inciter au passage à l'action, puisque moi je viens d'un milieu d'ouvriers et concrètement quand on parlait d'art, j'avais l'impression que c'était envoyer quelques taches de couleur sur un tableau et puis espérer que ça se vende quelques millions, quelques milliers de dollars. Là vous nous montrez que en fait, c'est aussi quelque chose qui suscite l'émerveillement, et l'émerveillement dans le sens où en fait, ça nous montre la beauté dans sa complexité, et donc c'est censé susciter en effet de s'y intéresser assez pour passer à l'action. Est-ce que ça t'évoque aussi ce genre de choses?
Ah bah complètement. En fait, je pense que l'art, c'est utile dans la mesure où ça fait ressentir des choses. Mais n'importe quel type d'art, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement touchés par les films, d'autres le théâtre, d'autres les romans, etc. Mais en fait, là où il y a quelque chose à faire avec l'art et l'écologie, c'est justement dans ce pouvoir magique de susciter des émotions à un moment, à un endroit. Et ce qui est assez fou avec l'art, c'est qu'en fait, justement, c'est assez disparatement réparti. Donc, on ne touchera jamais tout le monde avec une forme d'art, d'où la nécessité de mixer les arts et pour voir en fait ce que ça va créer. Et c'est pour ça que ce qu'on fait avec l'écologie culturelle, c'est assez intéressant parce que ça mixe des formes d'art qui touchent des publics très différents. Il y a peut-être cet enjeu, donc Patrick, de créer un nouvel esthétique qui se situerait peut-être à la croisée des mondes finalement. Ouais, voilà, je suis en train de préparer un spectacle qu'on va créer pour la Nuit Blanche le 1er juin devant l'Académie du Climat, qui s'appelle Éloge de la forêt, justement, mais qui sera très différent de ce qu'on a montré là. Alors effectivement, Emma fera les mappings, mais il y a un acrobate. Il y a aussi, vous savez, le gars qui monte dans les arbres pour le défendre, Thomas Braille, là, qui se bat contre la 69. Les écureuils. Il va incarner un rôle. Et ça, je pense que c'est super important de montrer que les activistes ne sont pas seulement une chose, une sorte gravée dans le marbre. Ils ont aussi une sensibilité. Contester le nombre d'activistes qui, essayant d'être le plus parfait possible, font des burn-out, etc. Je pense que l'expression artistique, c'est un moyen aussi de se sortir de cette exigence et de la faire passer différemment. C'est encore une autre exigence. Et l'expression, et puis le rire. On a créé un spot dans ce spectacle, je vous invite à venir le 1er juin, où on fait le monde à l'envers, en fait, quoi. C'est un conte écologique. Et Thomas Braille, on part du principe que le gouvernement l'a écouté. Donc il va arriver sur scène en tyrolienne, vous l'imaginez se tomber de là, mais en costume cravate. Et puis maintenant, comme le gouvernement l'a écouté, il est devenu le directeur de cabinet de Christophe Béchu. Vous voyez, c'est vraiment le monde à l'envers. Et Christophe passe toutes ses journées dans l'arbre à étiqueter des décrets en faveur de la biodiversité. En fait, on inverse les rôles pour faire rire. Je pense que c'est bien de rire en écologie et pour faire prendre conscience de choses différemment. Je pense que c'est bien d'avoir la tendresse, c'est parfois rire et parfois pleurer. C'est toute la gamme de la vie, l'écologie. C'est pas seulement la raison et les bonnes décisions. Et tout ça, Emma, ça vaut pour les questions environnementales, mais ça vaut aussi pour les questions plus de l'ordre social. Je sais que tu portes notamment d'autres sujets. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Je pense que de toute façon, je pense que je parle à un public assez convaincu. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'environnement si on ne parle pas de social. Et penser le contraire, pour moi, c'est assez dangereux. Parce que c'est deux luttes qui sont concomitantes. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec Emmaüs, notamment, qui porte ces deux luttes-là en même temps. Et je pense qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est notre responsabilité de nous engager, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau social. C'est le cas de beaucoup d'artistes. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que on ne peut pas simplement produire de l'art pour produire de l'art. Et qu'à un moment, déjà, il y a une vraie source d'inspiration à aller chercher dans ces questions-là, parce que c'est des choses qui nous touchent, qui nous révoltent, qui nous donnent envie de faire des choses souvent, ou au contraire, sans nous révolter, mais juste devant lesquelles on est vraiment en admiration. Et il faut allier ces deux combats dans notre façon d'être activiste en tant qu'artiste, que ce soit en s'engageant... moi, je sais que j'ai fait pas mal de mécénat de compétences pour des associations, ce genre de choses, en tant que graphiste, designer. Et après, avec le théâtre, du coup, plus sur l'environnement. Et on peut trouver, en fait, chacun, je pense, avec ses compétences, une manière de filouter un peu et de réussir à servir ces causes-là, que ce soit en passant par des associations, en faisant du militantisme de terrain ou en créant avec d'autres, en fait, en communauté. S'insérer dans les failles et miser sur le collectif, c'est ce que je retiens. Merci en tout cas à tous les deux pour cette magnifique performance. Merci à nouveau pour tous ces mots et puis je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci.